suis très heureux de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Didier Jean Perrin, je suis le directeur du pôle carrière. Je suis aussi très heureux d'accueillir tous ceux qui nous regarderont ultérieurement en podcast, qui sera posté sur le site de l'association d'ici quelques jours. Je voudrais bien sûr remercier tous nos intervenants. D'ailleurs, une petite mention particulière sur Isabelle Mounier-Kuhn et Philippe Lemauve, qui ont été les chevilles ouvrières de cette matinale carrière, pour laquelle je pense que vous avez un intérêt, soit en tant que recruteur, soit en tant que candidat. Mais comme je sais que nos intervenants ont beaucoup de choses à partager avec vous, je donne tout de suite la parole à Philippe. Philippe, c'est à toi. Donc, bienvenue pour cette matinale consacrée. Alors, je vais lire le titre « Le recrutement entre permanence et changement, les nouvelles pratiques à bien connaître ». Et effectivement, on voit que c'est un sujet qui rassemble beaucoup de monde. Donc, on va essayer avec nos intervenants de brosser un peu, de discuter sur l'ensemble des sujets. On a préparé un petit peu pour vous dire des choses pertinentes qui vous serviront. Donc pour cette matinale, je vais rapidement présenter les intervenants pour passer tout de suite au sujet. Donc côté recruteur, côté chasseur de tête, je vais vous présenter Elisabeth Urbain, qui est dirigeante de Louvois Conseil depuis plusieurs années et qui est donc, je ne sais pas si on dit chasseuse aussi, hein, on peut dire. Constance Lepleu, qui est là, qui est consultante en recrutement chez Palmer. Et Olivier Van Belle, qui est ici, qui est consultant spécialisé dans le secteur public chez Mercury Urval. Donc vous aurez trois apports de consultants. Côté DRH, Jean-Christophe Sibéras, qui est ici, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, donc directeur des ressources humaines de Solvay France. Il est directeur des relations sociales du groupe Solvay, mais il est surtout, je crois qu'on le connaît beaucoup pour ça, président de l'Association nationale des DRH. Et donc il aura plein de choses à nous dire certainement. Et puis deux regards, non pas externes, mais un peu à côté. Donc Isabelle Mounier-Kuhn, dont on a parlé, qui est directrice associée d'Oasis, et Pascal Kroll, qui est à mes côtés, qui est journaliste, fondatrice de RH Advisor, et qui est co-auteur du guide de recrutement, ou du cabinet de recrutement plutôt. Guide des professionnels du recrutement. Donc l'ensemble de ces personnes vont discuter d'un certain nombre, vont répondre à un certain nombre de questions que je vais leur poser et que vous allez également leur poser. Mais pour commencer cette matinale, il nous a semblé important de donner la parole à Isabelle Mounier-Kuhn. Son cabinet, Oasis Consultant, réalise, je ne sais pas si c'est chaque année, mais en tout cas régulièrement, une étude que vous avez en main sur les pratiques des cabinets de recrutement. Et donc, je lui laisse la parole pour commencer cette matinale sur une présentation de l'édition 2014. Merci Philippe. Bonjour à chacun, à chacune. Je vais effectivement vous présenter les résultats de l'édition 2014 d'une étude que Oasis Consultant mène régulièrement. Nous sommes un cabinet qui fait notamment de l'accompagnement individuel et en particulier de l'outplacement. Donc l'un de nos métiers, c'est d'accompagner des dirigeants et des cadres en repositionnement professionnel. Et à ce titre, dans la mesure où le métier des recruteurs est un métier qui fait référence, qui est leurs méthodes, leurs opinions créent le référentiel du recrutement en France. On trouve intéressant régulièrement d'étudier l'évolution des pratiques des cabinets de recrutement et de chasse de tête. Et l'évolution des pratiques, on l'a analysée en 2006, en 2010 et en 2014. Et on va voir qu'entre permanence et changement, eh bien, les deux mots peuvent se décliner. Présentation rapide, il n'y aura pas de projection parce que vous avez tous reçu un petit document que je vais essayer de suivre à peu près dans l'ordre pour ma présentation pour pouvoir aller plus rapidement et pour faciliter la lecture des personnes qui suivront notre conférence en podcast. Donc trois grandes parties dans cette étude. Quel type de candidats cherchent les clients? Comment les cabinets identifient et trouvent les candidats? Et enfin, comment les cabinets vérifient l'adéquation du candidat au profil recherché. La première chose, c'est quels candidats cherchent les clients. Et d'abord, les clients, ils cherchent des candidats qui ont une expérience métier dont ils ont besoin et une personnalité qu'ils définissent. Donc c'est à la fois le savoir-faire et le savoir-être identifiés pour le poste. Troisième point important, la maîtrise des langues. Donc les incontournables de la recherche,
pour un client, selon ce que nous disent l'ensemble des cabinets de recrutement, c'est l'expérience métier, la personnalité et la maîtrise des langues. C'est quelque chose qui n'a pas bougé du tout depuis 2006. En revanche, il y a 2 critères sur lesquels on a constaté des changements, et c'est là-dessus que je voulais mettre un petit focus. C'est que le critère d'âge et le critère de sexe a changé. C'est-à-dire qu'en 2006, il y avait à peine 39% des consultants en recrutement qui disaient qu'ils pouvaient faire changer un client sur le critère d'âge. Ce qui veut dire en clair, éventuellement recruter des personnes plus âgées que ce qu'ils avaient initialement prédéfini. Aujourd'hui, ils sont 69% à nous dire qu'ils peuvent faire changer les personnes, leurs clients sur les critères d'âge. De même, sur le sexe, en 2006, ils nous disaient que, alors peu importe qu'ils aient défini qu'ils voulaient plutôt un homme ou plutôt une femme, mais la plupart disaient qu'ils ne pouvaient pas le faire changer ou difficilement faire changer sur ce critère. Aujourd'hui, ils sont 90% à dire on peut faire changer sur le critère de sexe. Ça, c'est intéressant de le savoir. En revanche, c'est très difficile sur expérience métier, personnalité, expérience secteur. Ce qui veut dire, et là on est dans la permanence, que les clones rassurent les clients. Le clone étant défini comme étant la personne qui a le métier, un type de personnalité ou de profil, et même des études initiales similaires à la personne qui part ou qu'on souhaite remplacer. Donc les clients continuent, semble-t-il, à chercher ce qu'on appelle des clones. Pourtant, les cabinets, nous semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, présentent assez souvent des outsiders. Aujourd'hui, 62% des consultants présentent systématiquement un outsider dans une mission sur 2 et 15% dans la quasi-totalité des missions. Mais cet outsider n'est choisi que dans 2 missions sur 10. Autrement dit, les clients seraient-ils plus frileux que les cabinets qui leur présentent des outsiders? J'interpelle les uns et les autres autour de la table sur ce sujet. Un sujet qui a changé, et ça peut peut-être réjouir les personnes qui sont en recherche d'emploi hors poste, c'est que traditionnellement, les cabinets de recrutement préféraient aller piocher dans les entreprises, notamment les cabinets de chasse, aller chercher des personnes en activité. Aujourd'hui, les clients disent qu'ils préfèrent, ils sont 50% à dire qu'ils préfèrent un candidat en activité, mais pour 49%, c'est neutre, ça ne compte pas. Donc ça, c'est un changement majeur par rapport à la représentation traditionnelle de ce qu'un chasseur de tête peut être amené à aller chercher comme candidat en sourcing, soit dans les entreprises, soit dans les personnes en repositionnement actuellement. Deuxième grand sujet, comment les cabinets identifient et trouvent les candidats. Alors là, un seul maître mot, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. 90% du sourcing des candidats se fait par les réseaux sociaux en ligne, notamment LinkedIn et Viadeo. 84% par l'approche directe et 83% par le réseau personnel ou professionnel du consultant. En 2006, LinkedIn et Viadeo étaient égales à 0%. Donc en 8 ans, on est passé de 0 à 90%. Comment les recruteurs utilisent les réseaux sociaux? Ils les utilisent pour identifier les candidats, pour s'informer sur les candidats, pour les contacter. Et ils accordent de l'importance à leur profil LinkedIn, à leur profil LinkedIn à 66%, à leur profil Viadeo à 38%. En revanche, ça c'est important de le savoir, très peu à leur profil Facebook, sauf dans certains univers, et très peu aux ICV sur des plateformes de type Do You Buzz. Donc ce qui reste important, ce qui est important et ce à quoi il faut porter son attention, c'est le profil LinkedIn ou Viadeo. Ça, c'est vraiment la façon dont les chasseurs de tête identifient majoritairement aujourd'hui les candidats. Enfin, comment ils vérifient l'adéquation du candidat au profil recherché? Eh bien, les recruteurs, ils veulent des choses simples. Un CV antichronologique fait l'affaire, sans fioritures, sans couleur, simple dans la forme, classique, d'1 à 2 pages. Et sur le sujet 1 à 2 pages, ça c'est quelque chose qui nous différencie énormément des marchés anglais, allemands, américains, où très fréquemment on a des CV qui peuvent faire 3 à 5 pages, et c'est une norme dans ces pays. En revanche, en France, se limiter à 1 page et demie, c'est plutôt recommandé et demandé d'ailleurs par les recruteurs. Merci.
Les candidats adressent également leur CV directement au cabinet de chasse de tête. Je crois qu'un cabinet, enfin pas un cabinet, un consultant doit recevoir sur son mail à peu près 100 candidatures par jour. Hein, je crois que c'est à peu près ça. Et donc on les a interrogés sur par quel biais souhaitez-vous recevoir le CV des candidats. Et les cabinets nous répondent en grande majorité, à 70%, par mail à l'un des membres du cabinet. Si possible, envoyez-nous le CV à l'expert métier ou secteur qui correspond à votre métier ou à votre secteur. Et ça correspond à une tendance qu'on a remarquée également de spécialisation des cabinets eux-mêmes. En 2014, 74% des cabinets se sont définis comme spécialistes, métier ou secteur. Il n'était que 46% en 2006. Donc on a une tendance à la spécialisation que l'on remarque. Deux derniers points. Les candidats, selon les cabinets, savent très bien se présenter. Ils sont clairs dans leur présentation, clairs dans leur projet, à 80%. C'était seulement 50% en 2006. Donc il y a une professionnalisation des candidats, mais ça veut dire aussi que face à un recruteur, la concurrence est rude. Il y a de la compétition, il faut savoir se présenter correctement. L'élément de validation par les cabinets, c'est à la fois bien sûr l'entretien, mais également des tests, majoritairement tests de personnalité, quelques tests de compétences, notamment dans le cadre d'Assessment Center, et parfois des tests de langue. Quant à la graphologie, dont on parlait encore à 70%, qui était encore pratiquée à 70% en 2006, aujourd'hui elle est pratiquée à 9%. Donc là encore, changement important à connaître. Enfin, les cabinets prennent des références. Alors là, c'est demandé de plus en plus fréquemment par les clients, et ils le font de plus en plus systématiquement. Aujourd'hui, 80% des clients demandent la prise de référence. Il n'était que 56% en 2006. Donc grand changement. Finalement, en conclusion, s'il y avait un conseil que je pourrais donner aux candidats qui sont dans la salle, aux personnes en recherche de repositionnement, eh bien, ayez un profil LinkedIn à jour, bien fait, avec des mots-clés et cohérent avec le CV que vous allez envoyer. Et puis, j'ai envie de faire une interpellation aux entreprises et aux cabinets. Est-ce que recruter des clones, est-ce que c'est vraiment pertinent pour accompagner les entreprises dans leur transformation? Ça m'a interpellée en lisant cette étude. Bien, merci Isabelle. Alors, on ne va pas répondre tout de suite à cette question, Isabelle. Maintenant, donc on a une étude très riche qui va sans doute nous permettre d'aborder tous ces aspects-là. Mais j'aimerais d'abord lancer le débat en me tournant vers les professionnels du recrutement et ensuite vers les professionnels des entreprises, et en leur demandant finalement, d'une manière globale d'abord, dans un premier temps, comment ça fonctionne aujourd'hui pour recruter un candidat entre une entreprise et un cabinet, puisqu'on a vu la perception des cabinets. Quelles sont en gros les trois choses fondamentales à savoir pour un candidat sur les pratiques des cabinets de recrutement et de chasse de tête. Alors, Elisabeth Urbain, je vais me tourner vers vous d'abord, et puis ensuite les autres consultants pourront également intervenir. Bonjour. Difficile de répondre à cette question rapidement. Je vais m'en tenir à ces trois choses fondamentales à savoir. Je pense que la plupart d'entre vous ont au moins une fois eu affaire à un cabinet, voire plusieurs fois. Les pratiques peuvent varier, bien évidemment, mais on va essayer d'en tirer quelques-unes qui nous rassemblent, nous, chasseurs de tête. Peut-être une petite chose à rappeler, la façon dont les cabinets sont nés déjà et pourquoi nous existons aujourd'hui. Rapidement, les quelques principes qui envoient les entreprises vers les cabinets sont rapides à décrire. Pas de structure RH, parfois. Une PME peut très bien ne pas avoir de structure RH ou de responsable recrutement en interne, donc fait appel à un expert. L'entreprise a parfois déjà cherché et pas trouvé elle-même, donc elle va faire encore plus appel à un expert. Et là, la spécialisation qui a l'air de sortir de cette étude est s'explique d'autant mieux. La confidentialité. Un chasseur de tête, en tout cas dans la partie chasse de son métier, est souvent sollicité quand un poste ne peut pas être publié ni en interne dans
entreprise, ni évidemment à l'extérieur, d'où tout notre travail en arrière-fond de recherche confidentielle. Ça vous est peut-être arrivé d'être appelé pour des entreprises que le consultant ne pouvait pas vous citer. Et puis, enfin, le manque de temps des ressources humaines qui, quelquefois, sont complètement débordées et ont besoin absolument de partager un certain nombre de missions avec des cabinets. Voilà, résumé, il y a bien d'autres raisons pour lesquelles les entreprises font appel aux chasseurs, mais je pense que ce sont les principales, en tout cas qu'on peut citer. Les pratiques, peut-être deuxième point sur les différentes pratiques. Alors, il y en a beaucoup. Je pense qu'on peut les résumer sous deux grandes pratiques qui vont avoir un impact, bien évidemment, sur la relation candidat-cabinet. Une première pratique est peut-être la plus courante, qui est celle qui nous rassemble, je pense aussi aujourd'hui, qui est le fait d'être engagé auprès d'une entreprise avec un contrat, ce qui nous pousse à définir le poste avec l'entreprise, à bien connaître sa structure, son organisation, sa culture, pour répondre à ces critères de savoir-être aussi, qui sont très importants pour nous, chasseurs, à valider, pas seulement les compétences. Et cette pratique de cabinet généralement nous aide à créer des vrais partenariats avec l'entreprise, qui fait gagner du temps ensuite à tout le monde. Donc vous, en tant que candidat, en général, si demain vous êtes dans cette posture, vous aurez en face de vous un consultant qui, a priori, connaît bien son client, est capable de vous donner un certain nombre d'informations sur l'entreprise, sur sa santé financière, si vous n'avez pas eu le temps vous-même de vous y pencher, sur les complexités ou non de son organisation, sur le style de management du N+1, etc., etc. Ça génère derrière un certain nombre d'organisations aussi et de moyens pour le cabinet, notamment des chargés de recherche, plus ou moins nombreuses, notamment des consultants qui, effectivement, pour certains, deviennent des experts d'un secteur parce que l'engagement dans le secteur d'activité ou l'entreprise partenaire est de plus en plus fort avec effectivement les années qui passent. On a vu quelques chiffres dans cette étude aussi qui nous le rappellent. Deuxième type de pratique, et elle est émergente, je pense, de plus en plus. Elle a toujours existé beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais en France, elle émerge depuis le début de cette crise, et même un peu les dernières, les cabinets qui travaillent au succès. Ils ont leur raison d'être. La seule chose, c'est qu'en tant que candidat potentiel un jour, ou si vous avez été en contact avec ces cabinets, vous êtes sans doute rendu compte que la relation avec le cabinet est très rapide. Ces cabinets ne tirent leur chiffre d'affaires que d'un certain volume de missions et sont donc obligés d'aller très vite. Donc le facteur temps est une donnée extrêmement importante qui amène à un certain nombre de pratiques qui vont forcément générer un rapport très rapide avec les candidats, ce qui ne veut pas dire qu'il sera forcément mauvais ou superficiel, mais en tout cas la rapidité est le maître mot. Voilà, donc pour vous, candidats, je pense que ces deux types de pratiques, vous les avez sans doute rencontrées. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Je pense qu'on croit certains à certaines choses et on est... Je pense ici plutôt pro-conseil et donc partenariat avec les entreprises. Mais dans la posture inverse, chacun a sa place et je pense que chaque candidat peut trouver dans l'un ou l'autre type dans l'une ou l'autre type de pratique citée tout à fait de quoi répondre à ses recherches. Troisième point peut-être sur les méthodes de recherche utilisées. Je vais aller vite parce que là je vais peut-être accentuer sur les chasseurs de tête, puisque c'est le thème de la journée. Donc le chasseur, a priori, passe pas ou peu d'annonces. Ça veut dire que vous trouverez ces différentes recherches sur son site internet et bien sûr, lui-même va utiliser des moyens et des pratiques pour venir vous chercher. On y fera écho tout à l'heure. Évidemment, les réseaux sociaux nous aident énormément aujourd'hui. Maintenant, les entreprises y ont accès aussi, pour celles qui ont le temps. Selon les raisons pour lesquelles les entreprises viennent vers nous, on peut se trouver en concurrence avec nos propres clients. Bien évidemment, la pratique, on va dire la plus classique et la plus courante qu'on continue à utiliser reste la chasse directe, aidés par les réseaux sociaux, bien évidemment, ne serait-ce que pour aller plus vite dans nos recherches, mais les chargés de recherche en interne sont là et sont formés à déshabiller des organigrammes tant que faire se peut, et trouver la perle rare, même quand elle n'existe pas sur LinkedIn ou qu'elle n'est pas présente ou que le profil n'est pas complet.
Voilà, j'ai essayé de faire un petit tableau rapidement brossé des différentes, des trois grandes pratiques que l'on peut trouver. Je ne sais pas si mes confrères ou consoeurs trouvent ça complet. On va peut-être demander Constance, puis après à Olivier, qui va nous parler aussi de secteur public. Alors Constance. Alors, c'était très complet, donc j'ai peu de choses. Ils sont tous d'accord, c'est bien. Voilà, on est d'accord. Un bon cabinet de recrutement ou cabinet de chasse va aussi bien prendre en compte l'entreprise que le candidat. Donc, on va donner toujours des conseils aux candidats. Et vous, en tant que candidat, n'hésitez pas en fin d'entretien à demander un retour à chaud. Je pense qu'on a bien sûr une connaissance de la culture d'entreprise, etc. Et peut-être que vous n'y êtes pas adapté, donc on ne va pas vous proposer le poste, mais on va toujours vous faire un retour sur ce qui est pertinent dans votre présentation et ce qui peut être amélioré. On y reviendra plus. Oui, on y reviendra. Et donc, Olivier, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plus sur le secteur public à Mercure Rural, donc ça peut être aussi intéressant de voir la vision sur ce secteur. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le secteur privé. Je vois peut-être deux spécificités sur le secteur public. La première qui tient au contexte du secteur public, trois points. Le premier, c'est la situation budgétaire et financière de notre pays, qui ne vous a pas échappé et qui impose une raréfaction durable des ressources et donc une rationalisation des ressources au sein du secteur public. La deuxième, c'est une accélération des départs en retraite des agents. 45% des agents de la fonction publique en 2010 sont à la retraite en 2020. Et le troisième, c'est la nécessité d'assurer malgré tout une continuité de la qualité du secteur public. Ces trois éléments ont convergé vers une accélération du processus de modernisation des trois fonctions publiques, État, hôpital et collectivités, et ça a profondément modifié les demandes des DRH. Si je devais le résumer très simplement, auparavant les DRH souhaitaient des chefs de service avec une technicité métier, notamment sur des éléments juridiques très importants. Aujourd'hui, ils veulent des managers. Ils veulent des chefs de projet, ils veulent des personnes qui sont capables d'imposer des pratiques métiers et des bonnes pratiques au sein de d'autres directions. Ils veulent des personnes qui sont capables d'avoir un leadership fonctionnel auprès de d'autres directions, parfois auprès de la direction générale. Et donc ça change forcément une grande partie de l'évaluation des candidats. Auparavant, on savait déjà en voyant le CV si on avait un bon candidat ou si on avait un mauvais candidat. Aujourd'hui, il paraît très hasardeux de recommander un candidat si on ne lui a pas fait passer un inventaire de personnalité, des tests de logique qui vont permettre de mesurer le leadership, l'adaptabilité relationnelle, la capacité du candidat à respecter le temps politique, le temps administratif, et puis sa capacité à percevoir des enjeux et à se projeter dans un cadre institutionnel parfois complexe, dans un secteur en plein changement. Le deuxième point important, qui est une spécificité également du secteur public, c'est le mode de recrutement. On peut être recruté, et c'est une tendance qui s'accélère également sur des contractuels, quand on vient du privé, où on va apporter ces bonnes pratiques du privé. Les entreprises d'ailleurs publiques sont assez friandes de ce type de perspective, surtout sur les services finances et achats, où elles partent, je pense, de loin en termes de rationalisation des ressources. Mais la voie royale, ça reste quand même le concours. Le concours qu'on passe plus particulièrement d'ailleurs quand on sort de Sciences Po, parce que, a priori, les étudiants de Sciences Po sont, je pense, les mieux formés pour passer ces concours. Et quand on passe un concours de la fonction publique, on peut très rapidement se retrouver sur des rôles de management. Il n'est pas rare à 26-27 ans, plus particulièrement au sein de la fonction publique d'État, d'encadrer des équipes de 5, 10, 20 ou 30 personnes. Et forcément, quand vous recrutez un manager de 26-27 ans, la perspective de la personnalité, son potentiel d'évolution et sa capacité à fédérer constituent des points qui sont au moins aussi importants que le simple fait d'avoir réussi le concours en tant que tel. D'où la nécessité pour les DRH de pouvoir objectiver des éventuels écarts entre un certain nombre de critères qu'ils ont pu eux-mêmes objectiver, issus de la culture d'entreprise, issus du type de management qu'ils veulent instaurer, issus du type de projet qu'ils veulent également mettre en place, et notre capacité à nous, recruteurs, à déterminer le mode de fonctionnement et à projeter le candidat dans ce type de contexte. D'accord, merci. Avant de donner la parole aux entreprises, je vais juste poser une question peut-être un peu provocatrice et à Pascal Kroll. L'entreprise, finalement, a-t-elle toujours besoin des cabinets ? On a vu toutes ces pratiques. Est-ce que l'entreprise a besoin encore des cabinets ? Non, il faut réveiller la salle, là. Alors, ça dépend de ce qu'elle recherche. Bonjour. Si elle estime qu'elle a suffisamment de compétences en interne et qu'elle ne souhaite pas déléguer à un cabinet de recrutement, elle va chercher elle-même sur LinkedIn ou diffuser ses offres d'emploi.
Le travers qu'elle peut rencontrer, c'est perdre du temps. Et il y en a beaucoup comme ça qui perdent du temps pour finalement faire un recrutement raté qui leur coûte. Il faut recommencer. Donc souvent, moi, ce que je conseille, je me mets souvent du côté des cabinets de recrutement, c'est de dire que comme le budget s'équivaut, qu'on fasse appel à ces équipes en interne ou le cabinet de recrutement, les cabinets ont une garantie de remplacement du candidat s'il ne satisfait pas l'entreprise pendant la période d'essai, et quel que soit le motif. Donc ça vaut le coup de se dire, on ne va pas remettre une chasse ou un recrutement, et du coup de faire appel. Voilà. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'était la semaine dernière, j'ai sorti une enquête sur RH Advisor sur les attentes des entreprises vis-à-vis des cabinets de recrutement. Et le gros chiffre qui ressort, c'est que 60% des entreprises n'ont jamais recours à un cabinet de recrutement. C'est énorme. Par rapport aux pays anglo-saxons, généralement, c'est 70% utilisent les agences de recrutement. Voilà. Et pourquoi elles n'utilisent pas les cabinets de recrutement ? Pour le prix, elles estiment leurs prestations trop chères, à tort ou à raison. Voilà, on ne va pas détailler. Parce qu'elles ne souhaitent pas déléguer, elles ont peur que quelque chose leur échappe. Et elles estiment que leurs profils sont aisés à trouver. Et ça aussi, justement, c'est un point intéressant, c'est que nous, on conseille souvent aux entreprises de recourir à un cabinet quand il y a des profils pénuriques. Alors que ce soit des profils de haut vol, ou même, moi je connais des cabinets de recrutement qui cherchent pour des métiers de bouche, pour des bouchers, pour des CAP, même des stagiaires. Il ne faut pas penser tout le temps cabinet de recrutement de chasse pour vraiment les plus de 100 000 euros de rémunération annuelle. Voilà. Et puis d'autres qui passent par d'autres moyens, entre autres les réseaux sociaux, job boards, qui font leur chasse en interne. Voilà. Je peux détailler un petit peu plus. Non, on y reviendra. Non, simplement maintenant, comme on a donné la parole au cabinet et qu'on a la chance d'avoir le représentant de l'association en plus de son rôle de DRH, ça peut être intéressant de voir le point de vue du professionnel sur les pratiques actuelles de ces cabinets. Finalement, est-ce que l'entreprise a besoin de cabinets de recrutement et de chasse ? Et puis, deuxième question, c'est quoi un bon chasseur pour finalement une entreprise ? Merci. Il t'écoute. Hein, Merci Philippe de cette invitation. Je suis évidemment heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas assez souvent l'occasion de rejoindre les activités de l'association. Mais merci à cette invitation sur un thème intéressant, parce qu'il se trouvait qu'il y a 20 ans, j'étais dans un cabinet ministériel et on s'était occupé d'une loi sur le recrutement. Et donc, j'étais pas du tout dans les RH à l'époque, mais ça m'avait donné l'occasion d'approcher la profession donc en 92. Alors maintenant, dans l'entreprise, on va dire effectivement avec une expérience, a-t-on besoin de cabinets de recrutement ? Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et qui sont parfaitement justes. Bien sûr, le facteur confidentialité est un facteur important, comme vous le savez, pour certains postes. Il y a des candidats qui ne sont pas sur le marché. Il y a des postes qu'on ne peut pas mettre sur le marché comme ça. Et donc, l'avantage de l'intermédiaire et de son professionnalisme, c'est justement, effectivement, qu'on peut travailler dans de bonnes conditions vis-à-vis de l'interne comme vis-à-vis de l'externe. La deuxième chose que je voudrais dire, alors le temps manquant, ça a été cité, oui, c'est vrai, mais enfin, je crois que l'évolution qui me paraît la plus profonde par rapport à moi, ce que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler dans cette fonction une vingtaine d'années, c'est que d'abord, ça part d'un constat, c'est que de toutes les activités RH, je trouve que l'acte de recrutement est un des plus difficiles, un des plus délicats. Et il y a bien des domaines d'activité RH que les uns et les autres, on a été amenés au fil de notre carrière à parcourir ou à connaître. Et franchement, c'est une des activités les plus délicates. Alors même que c'est probablement l'activité sur laquelle nous sommes le plus attendus des managers. Au fond, le manager, qu'est-ce qu'il attend ? D'abord de la fonction RH, c'est donne-moi les gens et la ressource dont j'ai besoin pour travailler.
C'est la première attente du manager. Et donc le regard porté, c'est important dans l'entreprise, le regard porté sur la fonction support, c'est est-ce que la fonction RH me donne la ressource dont j'ai besoin pour travailler en temps, en qualité, en quantité. Donc mieux vaut effectivement ne pas se rater, parce qu'on connaît, là ça va sans dire, les graves inconvénients d'un recrutement raté. Ce qui se passe, je dirais, dans les entreprises qui me frappent dans l'évolution des dernières années, c'est que, alors certes, l'irruption des réseaux sociaux, donc ça a été évoqué, le fait que l'entreprise du coup a accès à des informations facilement et gratuitement, ou presque d'ailleurs, qu'elle n'avait pas précédemment, fait qu'elle peut avoir un accès direct à une information sans passer par d'intermédiaire. Mais ce que je voudrais vraiment souligner, c'est ce qui me semble être vraiment les évolutions et les nouveaux champs de la profession. Je crois que le premier champ, contrairement peut-être à ce qui est parfois dit, c'est qu'en réalité, une entreprise, surtout si elle a une certaine taille et si elle est un peu organisée en matière RH, elle va avoir des candidats internes. Mais de plus en plus, en tout cas pour des postes d'un certain niveau, on va chercher à mettre en concurrence nos candidats internes avec des candidats externes. Je pense qu'il y a 20 ans, on le faisait beaucoup moins. Et aujourd'hui, on a plus besoin, je pense, que par le passé. Alors, non seulement, bien sûr, d'élargir notre champ de vision, et nos possibilités de choix. On est probablement plus exigeant aussi. Ceci explique cela. On est plus exigeant. Donc on a besoin d'avoir un choix plus large, donc on a besoin d'avoir aussi des candidats externes. Et deuxièmement, ça nous donne un regard externe par rapport à des débats qui, sinon, ne resteraient qu'internes. Si on choisit un candidat interne, en général, le débat ne sera qu'interne. Ça nous donne un regard externe qui est tout à fait intéressant. Et vous savez que dans un certain nombre de cas, nous demandons au cabinet de voir aussi nos candidats internes. C'est-à-dire qu'en fait, en poussant le raisonnement encore plus loin, on ne va pas demander au cabinet seulement de nous adresser des candidats pertinents, mais aussi, effectivement, de ce qui est une jauge commune. Et derrière ça, il y a en fait un trait qui est celui de non seulement, bien sûr, de la qualité du résultat par rapport à la demande, mais aussi une nécessité d'équité. En fait, ça a été évoqué peut-être à travers le mot objectivité. Nos candidats, quels qu'ils soient, même les internes, sont à la recherche d'une certaine équité. Donc je crois qu'il y a là des espaces nouveaux qui se sont ouverts, même quand l'entreprise a des solutions internes. Et combien de cabinets de recrutement le savent, quand parfois la chasse se termine par « je suis désolé, nous avons trouvé quelqu'un en interne ». C'est parfois un peu frustrant, je l'imagine bien, je l'ai vu sur le visage des cabinets de travail, mais finalement, c'est aussi, entre guillemets, la contrepartie d'avoir un élargissement de ce type d'intervention. Deuxième domaine qui me paraît tout à fait important et qui rejoint d'ailleurs cette nécessité du regard externe qui va nous challenger, qui va qui va être exigeant avec nous-mêmes, nous les entreprises, c'est le recours au cabinet qu'on fait dans des phases tout à fait particulières, qui sont les phases de fusion, les merges. Il se trouve que le capitalisme est assez mobile, et donc effectivement, les situations dans lesquelles nous regroupons des équipes sont des situations, comme vous le savez, tout à fait caractéristiques, bien sûr, des recherches de synergie dans le cas des fusions. L'évaluation des candidats au poste, donc là le cabinet rentre dans l'entreprise, il n'est plus sur le marché externe, il est dans l'entreprise et nous les saisissons pour qu'ils nous évaluent nos futurs dirigeants. C'est une autre fonction et qui met en œuvre d'ailleurs des compétences extrêmement voisines, bien évidemment, du recrutement, ça va de soi, mais c'est un champ aussi nouveau en termes de business. C'est vrai que l'entreprise où j'exerce aujourd'hui, Solvay, a donc acheté Rhodia il y a 3 ans, de manière amicale. Nous avions 70 postes de dirigeants et le double sans doute en interne de candidats.
Et comme c'était une acquisition, mais finalement plutôt une fusion entre égaux, c'était extrêmement difficile, bien évidemment, que l'acheteur prenne la main là-dessus, et il est apparu beaucoup plus équitable, je reprends ce terme, y compris dans un contexte de fusion, que nous sollicitions un cabinet externe pour nous faire ce travail, et ça a été tout à fait riche et remarquable. Ça a donné évidemment à ce cabinet une connaissance, à mon avis, qui sera durable dans ses relations derrière avec l'entreprise, parce qu'effectivement, dans ces phases-là, il faut aller assez loin dans les besoins de l'entreprise. Je citerai aussi le marché nouveau qui est important, hein, qui aussi n'existait pas il y a 20 ans, c'est la recherche des administrateurs, hein, administrateurs salariés, et notamment dans une optique de diversification des conseils d'administration. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Et comment vous savez que le recruteur est bon, le chasseur est bon? Au résultat, quand même. Oui, mais... Alors, je veux dire... Avec le success fee? Non, j'ai dit que l'acte de recrutement est un acte très difficile, parce que, comme vous le savez, l'enjeu, c'est la greffe. Est-ce que la greffe va prendre? Bon. Et c'est tout sauf simple, la greffe. Surtout, peut-être dans certains univers qui ont des cultures assez fortes, où le turnover n'est pas si fréquent, donc l'irruption externe d'un candidat externe ne va pas forcément de soi. Surtout si on fait autre chose que recruter des clones. Donc, en fait, c'est effectivement la pertinence de la proposition ou du candidat avancé, mais pas seulement du candidat, de sa perception de ce que, non seulement c'est le bon candidat pour le bon poste, mais de ce que cette greffe va prendre, ce qui suppose une projection dans le temps et, mais les cabinets le font souvent, et c'est bien, un suivi de cette greffe. Et nous avons, comme je pense, un certain nombre de cabinets, en tout cas nous les avons, des points réguliers à l'occasion, effectivement, des 3, 6, voire 1 an de la première année. Donc c'est au fond, au bout de 6 mois, 1 an, qu'on saura si le cabinet a rendu ce travail. Tout ceci nécessite bien évidemment de la part du cabinet, mais ça va sans dire, une bonne connaissance de l'entreprise, ce qui suppose qu'on ne multiplie pas nos cabinets, parce que si on ne fait que très rarement des prestations pour nous, on ne nous connaîtra pas bien. Enfin bon, après ça renvoie au processus de sélection des cabinets. Merci. Alors juste, puisque je suis aussi DRH dans le secteur public, donc je vais dire un mot. Suite à ce qu'a dit Olivier, c'est qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte dans ce secteur public. Moi, je suis dans les chambres de commerce et d'industrie, surtout avec les contraintes budgétaires que nous avons en ce moment, c'est la rémunération. Et même si ce secteur public a des besoins forts dans un certain nombre de fonctions très, très particulières, on a parlé d'achat, on a parlé de finances, on a parlé de ressources humaines aussi, on parle de ressources humaines, ces structures publiques payent quand même moins, quelquefois beaucoup moins, que les structures privées. Et que le passage dans le secteur public peut aussi nécessiter quelques diminutions de rémunération. Donc, ceci dit, alors maintenant, on a une vision un tout petit peu de ce qu'est le cabinet des attentes des entreprises. Et donc, moi, j'aimerais qu'on aborde une deuxième phase maintenant, c'est finalement comment aborder, comment choisir, comment approcher, comment apprivoiser, finalement, comment chasser un chasseur. Alors là, on va se tourner d'abord vers Pascal, qui a étudié ça dont c'est le métier, puis ensuite, on demandera aux deux parties, si j'ose dire, de réagir. Alors, moi j'ai envie de partir de l'idée que vous êtes une cible, mais que vous pouvez avoir une démarche proactive. Finalement, pour donner une image, par exemple, un chasseur, pour être dans sa ligne de tir, il faut s'approcher, c'est un jeu de séduction réciproque. Donc, la première chose, c'est que vous devez orienter la chasse. Vous avez aussi votre mot à dire. Il ne faut pas attendre le chasseur, mais il faut se faire remarquer.
Pour vous faire remarquer, il faut qu'il s'intéresse à vous, qu'il vous ait repéré, que vous soyez dans les bons endroits, que restez en contact avec lui par la suite, même si la chasse a eu lieu, qu'il se souvienne de vous quelques années plus tard pour éventuellement vous rechasser. Voilà, c'est toujours en faire un allié et pas uniquement remplir son profil LinkedIn et puis attendre que ça se passe. Voilà, donc c'est l'apprivoiser. La première chose, c'est déjà de se demander, est-ce que vous avez le profil idéal pour vous faire chasser ? En gros, c'est si vous êtes juste jeune diplômé, que vous sortez d'une école avec une rémunération annuelle de 30 000 €, est-ce que vous allez intéresser un chasseur de tête ? En majorité, non, puisque les chasseurs ciblent les cadres à haut potentiel avec de l'expérience. Mais quoique, comme je disais, il y a des cabinets qui sont spécialisés sur des niches, sur des profils particuliers, sur des profils pénuriques. Et on peut tout à fait imaginer qu'avec un bac et avec plusieurs années d'expérience, vous puissiez intéresser un chasseur. Bon, voilà pour les choses. Donc tout le monde, potentiellement, peut faire partie d'une cible. C'est le message à faire passer pour rester positif. En majeure partie, les chasseurs de tête recherchent quelqu'un qui ont une grande expertise. Et pour ça, il faut montrer, être dans les bons endroits, montrer cette expertise et montrer qu'on peut être reconnu par ses pairs. Alors, une chose, en plus de son profil LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est d'être sur les groupes de discussion, LinkedIn, les hubs de Viadeo, et puis se montrer en tant que contributeur d'un groupe, alimenter le débat, faire que quand on pense à un expert dans un domaine, les personnes, vos homologues, vos supérieurs et votre nom en bouche. Voilà, c'est peaufiner son réseau tout simplement. Voilà, donc après c'est tout ce qu'on disait sur la personnalité, les compétences clés, l'inscription dans des clubs, la vérification que vous êtes bien sur l'annuaire, que vos coordonnées sont mises à jour, ça c'est un minimum, puisque la chasse se fait en partie grâce à ces annuaires. Il faut être cité dans des articles de presse. En fait, montrez votre expertise. À combien de cabinets envoyer sa candidature? Alors, je dirais, c'est pas la peine d'envoyer à une centaine de cabinets, ça ne sert à rien, vous allez diluer votre candidature. Moi, je vois sur RH Advisor, par exemple, les candidats peuvent envoyer gratuitement leur candidature à des cabinets de recrutement, leur candidature spontanée. Il y en a qui envoient à tire-larigot à 30, 40 cabinets. Ça ne sert à rien parce que le message est pas bon. Il faut vraiment cibler selon le secteur, la fonction. J'ai envie de dire, dans l'idéal, vous me direz si vous estimez que c'est bon, c'est d'avoir jusqu'à 6 cabinets, 3 généralistes, hein, qui soient des chasseurs de tête ou des simples cabinets de recrutement, mais qui aient une practice dans votre secteur, hein, et des spécialistes, soit de la fonction, du secteur, où vous avez cherché sur des annuaires, sur leur site internet, comment ils procèdent, est-ce qu'ils ont des pratiques dans le domaine, est-ce qu'ils ont des références clients dans les entreprises que vous ciblez, y a-t-il des témoignages candidats pour voir si ils sont corrects dans l'accueil des candidats. Ça, c'est une donnée importante aussi. Je vois de plus en plus les candidatures. Les candidats préfèrent envoyer à des cabinets qui reçoivent correctement leurs candidats. Ils en ont un petit peu assez, et ça se voit beaucoup sur les hubs de Viadeo en particulier. C'est le défouloir sur les cabinets de recrutement. Désolée. Mais ils en ont assez de ne pas avoir de retour sur leur candidature, de faire office de candidat qui sert de faire valoir pour d'autres candidats de la shortlist, hein, de se déplacer pour rien, de ne pas avoir de retour. Voilà. Donc ça, c'est une donnée aussi importante. Que dire aussi? C'est une fois qu'on fait partie de la bonne cible, qu'on a tout mis en œuvre pour être bien repéré, c'est d'attendre en quelque sorte le premier coup de fil du chasseur de tête. Alors, comment ça se passe? Il y en a beaucoup qui sont pris... Ça peut être long, hein. Ça peut être long ou pas. Si vous avez fait en sorte d'être la bonne cible et puis d'être repéré, il n'y a aucune raison que ça mette du temps.
là, souvent, des candidats sont pris au dépourvu parce qu'on va les appeler sur leur lieu de travail. Au départ, on va vous faire... l'appel, ça va être... des fois, ça peut être un simple jeu de rôle et de dire que c'est un client ou quelqu'un d'autre. Donc, on ne s'attend pas à ce coup de fil. Le meilleur des conseils que je donnerais, c'est d'essayer de reporter l'appel et de demander à être rappelé à un autre moment. De prendre l'initiative que le cabinet vous rappelle, ou encore mieux, de le rappeler. Ça permet de voir aussi si c'est pas un rigolo, parce qu'il y a un cabinet de chasse qui me disait le nombre de fois où on ne m'a pas cru, où on pensait que c'était un collègue qui me faisait une blague, parce que la personne ne pensait pas être chassée. Et voilà. Donc l'idée, c'est de demander le nom de la personne, le cabinet, et d'avoir le numéro de téléphone. Ça permet de vous rassurer, de vous préparer pour l'entretien. Dernière chose, c'est de faire du cabinet son allié. Son allié, ça veut dire que lui aussi a intérêt à se placer, ne serait-ce que déjà pour toucher ses honoraires, ne pas recommencer sa chasse à l'issue de la période d'essai parce que ça colle pas. Et donc, vous pouvez jouer franc jeu avec lui. Vous pouvez lui demander, par exemple, des conseils sur la tenue, ou qui il va rencontrer, lui connaît bien la culture de l'entreprise. Il sait peut-être les tensions qu'il va y avoir entre un supérieur ou autre, tout ce que vous ne pourrez pas demander et ressentir lors d'un entretien avec une entreprise. Donc, c'est le moment de demander... Au moment où, en tout cas, on va vous présenter à l'entreprise, pas lors du premier rendez-vous avec le cabinet, et si vous ne savez pas si vous êtes sélectionné, bien évidemment. Alors, on va demander au cabinet de donner leur avis, et puis peut-être aussi, ensuite ou en même temps, quelles sont les pires erreurs à faire avec un cabinet ? Alors, moi, je vais peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Je pense que le premier appel, si on n'est pas en mesure de répondre, il ne faut pas répondre. On préfère avoir un message répondeur et que la personne nous rappelle plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous dit « je suis en réunion ». Alors là, on se dit pourquoi décroche-t-il et de nous dire « rappelez dans 5 minutes ». Voilà. Donc ne décrochez pas si vous avez un numéro inconnu et vous appellerez. Les pires erreurs, déjà, voilà ce que je vous dis, décrocher et dire « je suis en réunion », c'est assez terrible. Après l'entretien, parce qu'en entretien, il y a plein d'erreurs possibles. Et après l'entretien, la petite lettre de remerciement truffée de fautes ou très très bateau qui rentre pas dans le détail ne sert à rien. Il vaut mieux un bon mail précis en remettant vos points forts et votre projet professionnel qu'un mail bateau. Les erreurs, il y en a beaucoup. La personne qui va poser son téléphone à côté de soi pendant l'entretien, un petit côté un petit peu énervant. Si vous avez mieux à faire, vous pouvez y aller. Voilà, il faut se dire que nous, une grosse partie de notre journée, c'est de vous rencontrer en face à face. On est ravis de vous rencontrer, mais on attend un peu d'être surpris, d'apprendre quelque chose. On ne vous rencontre pas seulement pour vous évaluer ou pour détecter votre potentiel. On vous rencontre pour vous découvrir. Donc on est ravis quand vous êtes détendu et à l'aise. Les gens stressés, bon, je le suis, mais on est plus habitué en face à face qu'en collectif. Mais voilà, ça ne sert à rien. Vous tirez vous-même une balle dans le pied en étant stressé et en ne vous mettant pas en valeur. Alors, je vais rebondir aussi sur les critiques qui sont faites sur les réseaux sociaux ou sur les cabinets. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, quand on critique en disant le cabinet m'a pas rappelé ou je ne sais quoi, peut-être que voilà, il faut aussi savoir se remettre en question. Nous sommes des gens gentils et nous n'avons aucun a priori négatif sur les candidats. Notre objectif, c'est de mettre la meilleure personne au bon endroit, donc de chercher une bonne adéquation. On ne va pas vous piéger et on va chercher une collaboration. Un bon recrutement pour un chasseur, c'est un recrutement où la personne qui est placée nous rappelle 1 an après ou 2 ans après en nous disant voilà, mon équipe grandit, je passe par vous parce que ça s'était bien passé. Donc quand on recrute une équipe pour quelqu'un, c'est bon. Et en plus pour nous c'est agréable parce qu'on connaît vraiment la culture d'entreprise, on connaît le manager, donc il y a une vraie collaboration. Donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est que nous avons vraiment une relation tripartite. Nous sommes en collaboration avec les entreprises, mais en collaboration avec vous. Et c'est important de le sentir dès l'entretien, dès le premier appel. Ni l'un ni l'autre, on a envie de perdre du temps. Donc si vous êtes en recherche active, bien sûr, réactivez votre profil complet sur LinkedIn, qui va nous permettre de vous trouver rapidement. On va parler tout à l'heure de tout ça.
Non, mais simplement, toujours dans cette comment chasser un chasseur, c'est aussi de voir quelles sont les erreurs à ne pas faire. Alors, je ne sais pas si Elisabeth, mais après, Clémence, vous allez. Merci. Dans la chasse du chasseur, c'est quoi les bonnes choses ou les moins bonnes à faire? Alors, je pense que les quelques erreurs possibles ont été citées. Je voudrais mettre un peu de simplicité aussi dans ce débat, parce que, comme le disait tout de suite Constance, nous sommes nous-mêmes chasseurs en demande. Nous faisons le mieux possible le porte-parole d'une entreprise, et notre valeur ajoutée, si toutefois les DRH peuvent la reconnaître, est dans l'évaluation. Donc, comment approcher un chasseur, comment chasser un chasseur? Il faut rester pragmatique, il faut rester évidemment présent sur les réseaux sociaux, il faut rester soi-même en entretien, il faut travailler son propre réseau personnel et essayer de l'étendre. Et il faut, tant que faire se peut, quand l'entretien a lieu, effectivement demander du feedback au consultant, qui généralement est à même, s'il fait bien son métier, de vous dire que peut-être votre candidature ne va pas être retenue pour ce poste-là, mais que vous pouvez améliorer telle ou telle partie de votre discours pour valoriser votre CV. Donc chasser un chasseur, je pense que c'est très compliqué par rapport, en tout cas, enfin, au-delà des moyens technologiques qui sont les vôtres aujourd'hui, et réseaux sociaux, et mails, et candidatures envoyées à la bonne personne, c'est-à-dire aux spécialistes du secteur ou de la fonction que vous pouvez occuper. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup d'autres. Le reste, c'est votre réseau personnel. Olivier, Oui, effectivement. Le meilleur moment de contacter un chasseur, je pense que ça reste quand même très simplement le moment où le chasseur en question a une annonce qui correspond à votre profil. Envoyer son CV à une base de données qui contient déjà 100 000 CV ou un chasseur qui reçoit déjà 100 ou 150 CV par jour, on peut tester, mais je ne suis pas persuadé que ce soit quand même le meilleur moment. Il y a une expression que vous avez citée que j'ai bien aimée, c'est faire du chasseur son allié. Je pense que c'est probablement le levier le plus efficace pour créer du réseau avec ce chasseur, c'est de participer à un processus de recrutement, montrer qu'on a été un bon candidat, pas simplement sur des éléments techniques, mais sur cette idée d'accompagnement au changement qu'on a déjà cité à plusieurs reprises. Et du côté chasseur, il est parfois décevant de voir qu'un bon candidat, mais qui n'était pas forcément un clone, n'a pas été recruté pour des éléments souvent assez subjectifs. D'ailleurs, et on peut avoir envie de retrouver ce candidat et d'essayer de le replacer dans d'autres contextes. Et ça, je pense que c'est quand même la meilleure façon de créer du lien avec un chasseur. Oui, oui. Pour rebondir sur les pires erreurs et puis le fait de faire du chasseur son allié, c'est vraiment pour être, si vous voulez vous retrouver sur la blacklist d'un chasseur de tête, de ce qu'on m'a dit, c'est d'attendre la dernière phase, d'avoir eu l'entretien avec le chasseur, avec l'entreprise, et au final dire « Ah ben non, moi je suis bien dans mon entreprise, mais par contre je vais aller renégocier mon salaire, et parce que j'ai été chassé. » Et alors ça, vous pouvez être persuadé que le chasseur de tête ne vous rappellera pas avant 10 ans. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, toujours dans comment chasser un chasseur, c'est un peu ce que Isabelle disait sur les critères de recherche. Et elle avait une interpellation. Alors, je pense que Jean-Christophe va être le premier sans doute à répondre. C'est les clones. Cette interpellation. Alors, on a dit que l'âge finalement commençait à être mieux accepté. Bon. Visiblement, la parité a fait quand même avancer beaucoup. Donc le clone, Jean-Christophe, il paraît qu'on recrute toujours les mêmes dans les entreprises. Alors Solvay est un... Il n'y a que des clones, c'est ça? Même après avoir absorbé Rodia. Je crois qu'en posant la question, on a déjà un peu des éléments de réponse quand même. Je crois que les entreprises, comme toujours, sont pas des lieux simples, c'est des lieux complexes où s'exercent, on va dire, des avis, des forces contradictoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de regards externes. C'est parce que nous-mêmes, entre nous, quand on débat, quand on échange, quand on décide, un regard distancié est précieux. Alors là, on parle des chasseurs de tête, on pourrait parler de bien de métiers qui sont dans notre écosystème et qui nous aident à travailler. Sur la question des clones, c'est vrai que
bon, c'est la question du changement. C'est difficile de changer, difficile de bouger. Et au fond, face à des changements nécessaires, les managers, parce qu'en fait, il y a les DRH, mais nos clients, nous, en interne, moi, je suis chasseur pour mes clients aussi en interne, hein, le DRH. Bon, nos clients, et donc ça retrouve des choses que vous voyez tous les jours, nos clients ont une crainte du changement et la crainte de prendre des risques. En se disant le coût de l'échec peut être très élevé, y compris pour moi d'ailleurs. Parce qu'un manager qui se trompe, c'est pas seulement un mauvais recrutement, ça peut être de très mauvais résultats pour son année, pour ses objectifs, pour le reste de l'équipe d'ailleurs, qui accueille quelqu'un de nouveau. Donc, la tentation effectivement du clone, je ne veux pas la fustiger parce qu'elle est assez naturelle, elle est assez humaine. Bon. Alors, ceci dit, après, on rejoint les problématiques de ce qu'on appelle parfois la diversité, même si c'est un thème un peu galvaudé, mais quand même, c'est que, nous grandissons à l'international, nous avons des nouveaux clients, nous avons des nouveaux fournisseurs, nous avons des nouvelles langues, des nouvelles cultures en face de nous, des nouveaux modes de pensée. Et effectivement, nous avons un souci de diversification de nos équipes, en particulier dans toutes les fonctions, mais en particulier bien sûr dans les business, dans les comités de direction des business. On a avant toute chose besoin de diversification culturelle et notamment internationale. C'est quand même une question de premier ordre. Et c'est là aussi où nous sommes en demande par rapport à des besoins qu'en interne, on ne va pas forcément avoir. Donc la réponse est assez simple. Oui, il y a la diversification. Elle est tout sauf simple, surtout si on s'intéresse de près, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la question de la greffe dans des équipes, dans des management teams. Après, il y a la force de conviction du DRH, mais aussi la force de conviction du chasseur. On fait un peu le même boulot vis-à-vis les uns les autres. Et nous apprécions la capacité de conviction des cabinets avec lesquels on travaille, qui sont capables de nous faire adapter une offre par rapport à une demande, ou plus exactement, ce que notre proposition en termes de poste peut connaître des ajustements à l'instigation effectivement de celui avec lequel on travaille. Donc les cabinets, comme nous en interne, je crois qu'on joue le même rôle pour convaincre, et il faut de l'impact, de l'influence, beaucoup de qualité personnelle aussi de la part de nos interlocuteurs, de la conviction et quand même, disons-le, de la connaissance quand même de l'univers dans lequel on exerce. Je pense que cette histoire de la greffe, elle est évidemment très très importante et fondamentale pour nous. L'objectif, c'est que le mariage soit réussi des deux côtés. Nous avons aussi une réputation à tenir, la meilleure possible pour attirer... Oui, c'est bon ? Oui, merci. je ne m'entends pas. Et nous avons donc une réputation à tenir aussi. Et je pense que ce que Jean-Christophe vient d'évoquer, qui devient par essence une problématique peut-être encore plus forte au regard du nombre de candidats qui peuvent se présenter à un même poste, nous essayons d'y répondre, et je pense que mes confrères doivent y être confrontés par plus d'outils. C'est-à-dire que l'entretien en face à face, 2 entretiens éventuellement, les prises de référence que nous avons l'habitude de pratiquer depuis des années ne suffisent pas toujours, et que on parlera d'autres moyens après plus technologiques, mais nous mettons en œuvre également de plus en plus fréquemment des assessment centers. Le but étant de prédire, non pas, on regarde bien évidemment les compétences passées, on regarde les échecs et les réussites bien évidemment en face à face avec vous, on prend des références sur le passé, mais on essaye de prédire l'avenir. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans ces sciences humaines, donc ce qui peut nous
nous aider, et ce qui nous aide parfois, dans le cadre d'ailleurs d'évolution, dans le cadre de mobilité interne, ce sont des outils, inventaire de personnalité, assessment center, un certain nombre de choses qui peuvent paraître quelquefois barbares, mais qui nous aident bien, non pas pour vraiment choisir, c'est un outil d'aide à la décision, beaucoup qui rend plus objectif peut-être voilà, la recherche. Encore plus objectif. Olivier veut ajouter quelque chose? Oui, sur l'ouverture, dans le secteur public, on parle déjà de loin, puisqu'à la base, la discrimination, si je peux employer ce terme, se faisait déjà à l'égard des non-titulaires de la fonction publique, parce que 80 ou 90% des structures qui travaillent avec nous cherchent avant tout les titulaires de la fonction publique. Maintenant, ce sont aussi des gens pragmatiques. S'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de titulaires et que les contractuels sont objectivement, dans cette idée, meilleurs que les fonctionnaires, ils finiront par employer des contractuels. Il est assez étonnant de voir le nombre de directeurs des finances ou directeurs d'achat qui n'ont jamais mis les pieds dans le secteur public avant d'intégrer un EHPAD ou une grosse collectivité locale. On recherche cette diversité, et puis cette diversité également culturelle se constate également, je pense, sur des marchés pénuriques. Une nouvelle fois, pour des raisons pragmatiques, je pense à des médecins du travail, je pense à des directrices de crèche, je pense à des jeunes ingénieurs réseau ou télécom, où il est plus rare d'avoir des shortlists composées quasiment exclusivement de personnes hors zone Schengen, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Alors c'est sûr quand même que cette histoire de clones s'insère aussi dans le marché du travail. Plus il y a d'offres, plus il y a de clones. C'est lorsque le marché est pénurique qu'on commence à s'ouvrir aussi. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand même que vous dites qu'on s'outille, les entreprises ont compris qu'il ne fallait pas recruter que des clones, elles le sont peut-être par le marché international, et qu'on s'équipe pour justement ouvrir la diversité des candidatures. Isabelle, là-dessus. Moi, une des choses qui m'a frappée récemment, là, c'est via un client dans un univers pénurique qui ne s'est pas tourné spontanément vers ces 3 cabinets de chasse de tête pour trouver les profils plus diversifiés, mais s'est tourné vers nous, cabinet d'outplacement et d'évaluation, en nous disant, vous qui avez des candidats de tel profil ou de tel univers, est-ce que vous pouvez nous en envoyer? Et donc ça m'a un peu interpellée, parce que je me suis dit, tiens, c'est curieux qu'ils n'appellent pas un cabinet de chasse de tête pour ça. Ils viennent d'abord vers un cabinet qui brasse, on va dire, un certain nombre de candidats venant d'autres univers. Donc c'est peut-être interpellant et de façon intéressante pour les cabinets de recrutement. Donc ça, c'est vrai que c'est une des choses que la crise a changé, c'est qu'aujourd'hui, la chasse sur quelques métiers est moins nécessaire parce qu'on va plus facilement trouver des personnes de très bonne qualité qui sont en recherche, et on va avoir quelqu'un qui est disponible, qui ne va pas forcément demander une augmentation importante de salaire et qui va être très motivé. Donc je ne suis pas étonnée de votre recherche, et c'est ce qui change un petit peu aussi par rapport à l'âge. On est prêt à avoir des candidats qui ont traversé une période de chômage parce que leur société a été rachetée ou fermée, et il y a moins de ségrégation sur l'âge. L'âge, je voudrais juste y revenir, c'est parfois la perception qu'on a soi-même de son âge. Moi, j'ai des candidats qui ont par exemple 40 ans qui me disent « Je viens de fêter mes 40 ans, il est temps de changer ». Je leur dis « Écoutez, vous allez travailler peut-être jusqu'à 65 ans, donc je pense que les 25 prochaines années à venir, il faut bien il faut avoir une perception positive de soi-même pour que ça ne soit pas un problème. Moi, récemment, j'ai fait embaucher, un candidat a été embauché qui avait à peu près 55 ans, je ne sais plus son âge. Il a été embauché, je vais vous raconter une petite histoire, il a été embauché parmi une shortlist, donc il y avait deux candidats qui plaisaient bien, et lui a été embauché parce que il avait travaillé 10 ans auparavant dans une société, et un de ses anciens collaborateurs était dans la société qui recrutait. Donc au moment ils hésitaient un petit peu, et ils se sont dit mais un tel au sein de nos équipes, il n'a pas travaillé dans cette société. Ils sont allés le voir, et ils ont pris donc des références en interne, et ça a fait pencher la balance, et on a regardé ni l'âge ni le fait que la personne il était en poste, mais sa société allait fermer, il allait donc se retrouver. Donc ce qui est important, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux qui sont maintenant
je ne sais pas pourquoi les réseaux sociaux, tout le monde voit le web, mais les réseaux sociaux sont aussi dans la vraie vie. Donc c'est vos anciens collègues, les gens qui vont parler de vous, qui vont parler de vous quand ils vont être appelés par un chasseur. Non, personnellement, je ne suis pas en recherche, mais je connais un tel avec qui j'ai travaillé, qui est très bien et qui peut être intéressé. Ils vont pouvoir parler de vous quand on va chercher, nous, des références. Mais comme je vous disais, les entreprises en interne aussi ont leur réseau. Et voilà, donc le réseau réel est extrêmement important. Il faut dépasser le virtuel et revenir constamment au réel. Je suis étonnée du nombre de personnes qui me contactent sur LinkedIn, que j'accepte parce que je trouve qu'ils ont un profil intéressant. Et voilà, c'est fini, je n'ai plus de contact avec eux, donc finalement, quelques temps après, je les supprime, parce que si c'était pour profiter de mon réseau, bah, c'est gentil. Mais voilà, donc n'hésitez pas, attendez le premier appel, mais appelez aussi. Appelez-nous, on est content de vous avoir, on n'a pas forcément le temps, mais on a un petit message, on va voir votre profil LinkedIn. Voilà. Et enfin, le réseau Sciences Po, c'est un réseau qui marche. Donc utilisez-le, on reçoit... finalement relativement peu de gens par ce réseau-là, mais c'est un réseau qui est efficace, un des plus beaux réseaux du monde. Hein. On a quand même des compétences quand on est à Sciences Po qui sont réelles, et c'est un réseau qui doit être aussi fort que celui des autres écoles de commerce notamment. Alors justement, Constance, ça fait une bonne transition avec la troisième partie sur comment mener sa recherche. Et donc, effectivement, là, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut effectivement dire qu'un réseau, c'est d'abord... Enfin, on n'a pas attendu le web pour être en réseau, hein, mais le réseau social a quand même modifié de manière importante. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle juste de ces réseaux sociaux parce que ça a modifié sans doute la recherche du candidat, mais ça a modifié aussi le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement du cabinet et les relations entre eux. Donc, est-ce qu'on peut commencer par Constance? Et puis, bien entendu, il y a suffisamment de monde qui vont pouvoir compléter. Alors, une des choses que LinkedIn a changé, c'est qu'évidemment, vous êtes plus facilement visible, mais vous pouvez voir. Et il y a encore 10 ans, vous faisiez une course en solitaire, hein, c'était la route du Rhum. Vous disiez, je vais changer de poste, mais je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Aujourd'hui, vous pouvez connaître les autres bateaux, vous pouvez presque les géolocaliser. Donc aujourd'hui, quand on va sur votre profil LinkedIn, on a en haut à droite, profil similaire à Paul Dupont, et on a 5-6 personnes. Il est extrêmement important que vous, même non, enfin pas en recherche, que vous sachiez à qui vous êtes assimilé, à qui vous êtes comparable, qui est responsable marketing comme vous depuis 10 ans, qui est directeur financier dans l'industrie, etc. Et quel est votre avantage comparatif? Qu'est-ce que vous avez de différent à présenter? Qu'est-ce que vous avez comme point fort et quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce qui va vous différencier? Parce que ça va vous permettre de vous présenter dans votre unicité. Et nous, on le sait, puisqu'on regarde tous ces profils, on sait ce qui vous différencie, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Ça paraît incroyable, donc il est extrêmement important que vous connaissiez presque en tant que produit. Voilà, vous êtes, vous êtes sur le marché une personne avec des compétences uniques et il est important de jouer avec. Donc je dirais c'est vraiment la connaissance des concurrents qui a été complètement modifiée par le web. Les autres cabinets, l'utilisation du web. Alors on a l'impression que maintenant ça devient 90%, c'est ça Isabelle? Donc finalement, ça devient un passage obligé. Puis après, je demanderai Pascal. C'est quasiment un passage obligé. Ceci étant, c'est pas le seul. Et je rejoins Constance sur les réseaux aussi que les cabinets entretiennent leur base de données aussi, tout simplement. Alors, plus on est spécialisé, plus on a d'intérêt à nourrir sa base de données. C'est une richesse formidable, si tant est qu'elle soit à jour. Donc, petit conseil, quand vous êtes vous avez déjà un CV dans un cabinet, vous avez eu un entretien dans ce cabinet-là, remettez spontanément votre CV à jour. Maintenant, pour répondre à votre question, les réseaux sociaux, il est évident que si votre profil est bien nourri, si, comme Constance le disait, vous connaissez quels sont vos concurrents, si vous vous voyez sous un angle marketing, et là faites-vous aider à la limite et demandez effectivement lors des entretiens avec les consultants ce qui fait votre force, ce qui peut faire également votre faiblesse par rapport à d'autres candidats concurrents. Pour nous-mêmes, c'est un gain de temps formidable. On ne vous dérangera pas pour rien et vous saurez comment vous positionner lors des prochains entretiens. Donc oui, réseau social dans la vraie vie et sur le web, c'est évident. Oui, effectivement, l'importance de LinkedIn a été expliquée. Je n'ai pas d'éléments particuliers à dire dessus. Je pense que sur le secteur public, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai.
Et je pense que la puissance du réseau, mais du vrai réseau, des clubs d'acheteurs, des clubs de DRH, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale, constitue des leviers plus élevés. Il est assez facile de trouver les responsables de ces clubs, et du coup il est assez facile de faire diffuser les annonces, et j'ai l'impression que c'est quand même depuis quelques années un levier extrêmement facile pour diffuser des annonces et pour se positionner à la fois pour nous et puis pour les candidats. Constance. Juste pour répondre, comment mener sa recherche, juste sur l'entretien. Donc là, vous disiez des chiffres très, très positifs. 80% des cabinets sont satisfaits des entretiens. Ils ont de la chance. On a souvent des entretiens où les gens présentent en effet leur CV de façon anti-chronologique. Donc il faut bien garder en tête l'idée du speed dating. Dans les 7 premières minutes sont extrêmement importantes dans n'importe quelle rencontre et dans la rencontre avec un chasseur. Et moi, je suis parfois surprise de voir que dans les 7 premières minutes, je peux avoir quelqu'un qui a une belle carrière et qui va me parler de son stage qu'il a fait au début de sa carrière. Donc c'est dommage. Quand vous vous présentez bien qui vous êtes aujourd'hui, vos points forts, vos compétences. Faites un résumé de carrière. Capitalisez sur ces 10 premières minutes où on est vraiment, je dirais, à l'affût. On vous regarde, on vous écoute, on vous respire. Voilà. Et ça, on va se souvenir du projet, des compétences, etc. Et après, on peut rentrer dans le détail antichronologique. Mais c'est important de capitaliser. Une dernière chose, c'est que parfois, on a des gens qui nous expliquent ce qu'ils ont fait, le contexte, etc. Et on n'a pas les résultats. Donc, c'est important d'avoir une méthode, contexte, action, résultat. La méthode CAR, elle est utilisée en général pour des détails un peu précis, mais pour des compétences. Mais vous pouvez l'utiliser pour tout votre parcours. Vous avez pris tel poste, dans quel contexte, quelle était la mission, quelles ont été les actions et quels ont été les résultats. Très souvent, oui, alors je devais faire ça, ça, ça et ça, et puis finalement j'ai changé de poste parce que, mais qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont vos résultats? Donc ça, c'est vraiment important d'être pertinent là-dessus et garder aussi en tête la théorie des 93%. 7% de ce que vous dites, il n'y a que 7% des mots qui comptent. Le reste, 93%, c'est du non-verbal, c'est l'intonation, c'est le rythme, c'est l'énergie. Un patron du CAC 40 qui disait moi, j'ai pas le temps de passer du temps quand je recrute, donc je vois la personne 5-10 minutes. Ce que je vois, c'est si elle m'apporte de l'énergie ou si elle me prend de l'énergie. L'énergie, c'est pas par les mots qu'elle va passer, c'est par le ton, c'est par le rythme. Donc préparez vos entretiens. Je suis très étonnée, moi, de ces chiffres de 80%. Souvent, les gens pensent qu'ils ont préparé leur entretien, et là encore, ils oublient complètement de se marketer. Finalement, ils disent je connais mon entretien, je connais mon parcours, c'est bon. Mais oui, mais présentez vos points forts, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, et ce que vous allez après. Nous, on va écouter en effet, on va, comme vous disiez, préparer l'avenir. Donc on va écouter le passé, mais on va se dire en quoi c'est transposable chez le client. Ce qu'il a fait là, ce qu'il a mis en place, tous les outils de reporting qu'il a mis là, est-ce qu'il va pouvoir les mettre là. On a besoin de savoir comment vous allez manager l'équipe, comment vous allez pouvoir manager chez le client. On va être constamment dans l'avant-après, et on va pas chercher à évaluer ce que vous avez fait, mais à vous positionner, à voir s'il y a une adéquation avec la culture, le rythme, l'énergie. Chaque entreprise a une particularité, une culture, un rythme. On a dans des sociétés des rythmes qui sont très lents, d'autres qui sont très rapides, des cultures d'oral, des cultures d'écrit. On va avoir des cultures individuelles, des cultures d'équipe. C'est important que vous parliez de tout ça. J'ai des candidats aussi qui, à la fin, je regarde, et bon, ils ont été champions au niveau national en tennis ou en aviron. Parlez-en. Ça prouve quand même des choses incroyables en termes de persévérance, de pugnacité. Il faut se lever tous les samedis matins à 7h du matin, sous la pluie, aller courir, aller nager. Voilà, ce sont des choses qui vont nous intéresser. Bon, par contre, attention, c'est vrai que moi j'ai plusieurs fois eu le cas de personnes qui se mettaient à avoir les yeux qui brillaient en parlant de leur passion pour les escargots qu'ils avaient en cage ou je ne sais quoi. Voilà, donc il faut garder la même passion sur ce qu'on dit sur son poste que sur sa passion extra-professionnelle, parce que du coup, on se pose un peu la question de est-ce que la personne ne s'ennuie pas un petit peu au travail et ne devrait pas aller s'occuper de ses escargots toute la semaine. Moi, ce qui me fera beaucoup, d'abord, je signale juste une excellente formation de l'Uni Sciences Po sur LinkedIn, l'utilisation et la stratégie de LinkedIn, donc je vous recommande d'aller voir sur le site. Ce qui me fera beaucoup, grâce à ces réseaux sociaux, c'est la notion de mots-clés. Et je rebondis sur ce que vous dites parce que moi, je conseille toujours aux candidats d'écrire leurs réponses avant d'aller en entretien. Parce que l'écrire, c'est verbaliser, hein, c'est mettre des mots. Et finalement, on est bon quand on a les quelques mots que l'on dit. Parce que quand on cherche ces mots, on a les mauvais, en général. Une question qui nous surprend, on a les mauvais mots et on s'enferme. Et souvent, d'écrire, de retenir les 3 mots qui sont importants pour se décrire, pour décrire ses forces, ses faiblesses, ses succès, ses réalisations,
c'est important. Donc, et je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux le mot-clé, y compris la cartographie des mots-clés. Vous savez, il y a un logiciel qui... voilà, les nuages, exactement. Les nuages de mots-clés où vous mettez votre CV sur ce logiciel et on vous ressort les mots-clés. Et quand il y a beaucoup de « et », de « ou » dedans, c'est vrai que c'est moins bon que les mots-clés qui ressortent. Donc, je vous encourage à réfléchir sur ces mots-clés. Pascal, là-dessus Une petite anecdote sur les mots-clés. Je recevais la semaine dernière un candidat qui est français mais qui a vécu toute sa vie à Londres, donc il a un anglais complètement bilingue, il est diplômé de Cambridge. Sur son CV, il avait marqué anglais langue maternelle et il avait un poste où il utilisait à peine l'anglais. Je lui disais, mais maternelle, vous savez que ce n'est pas un mot-clé qu'on utilise tous les jours. Donc mettez vraiment anglais courant, anglais bilingue, etc. C'est un petit exemple, mais c'est assez révélateur, je trouve. Oui, je voudrais rebondir en disant deux choses. D'abord, je crois que vous l'avez dit très justement, mais il faut vraiment bien méditer ça, ce que vous avez dit, les résultats. C'est-à-dire combien de CV on voit encore aujourd'hui, pourtant ça fait longtemps qu'on le dit, ici ou là, les uns les autres, combien de CV où on voit, je rencontrais un candidat qui m'avait été adressé par quelqu'un hier soir en fin de journée, on voyait des fonctions. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pour quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, donc en 20 ans, on en fait des choses. Hein. Et franchement, dans les 7 minutes, ou parfois moins qu'on a pour lire un CV, en tout cas quand on le reçoit, les achievements, c'est vraiment... c'est clair, parce que là, pour le coup, on va faire la différence par rapport à un intitulé de fonction, dont on ne sait d'ailleurs pas toujours très bien si ce que ça recouvre dans le fond. Un titre, c'est pas très bien, parce que selon l'entreprise, chacun le sait, les activités exercées sous le même intitulé peuvent être très différentes. Tandis que quand on parle des résultats, des actions, c'est tout à fait différent, et là on peut se différencier. La deuxième remarque qui est très importante, c'est pour rebondir à ce qui a été dit un peu plus tôt, on a dit, le candidat, il se vend, quoi. Il a une offre, c'est quoi son offre? Mais en face de soi, on a une demande. Et comme dans tous les entretiens, enfin, on le sait, ce qui est très important, c'est de se mettre à la place de l'autre. On est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il recherche? Quand on est accompagné par un cabinet, on a un très gros avantage, c'est que ce travail le cabinet va vous aider à définir le besoin de l'autre. Mais dans un certain nombre de situations, les candidats ont des rendez-vous, et c'est heureux en direct avec les entreprises, tout ne passe pas par les cabinets encore, d'ailleurs j'ai vu des chiffres là-dessus. Et donc, il est vraiment très important qu'on a des candidats qui parlent d'eux-mêmes, mais finalement, on se dit, mais est-ce qu'il est curieux de savoir quelle est la demande de l'entreprise sur le poste et en quoi il va y répondre? Alors, ce n'est pas forcément très facile de le découvrir, mais ça suppose quand même un petit travail préalable sur l'entreprise, ça va de soi, voir si on connaît des gens qui connaissent cette entreprise, si on peut avoir des éléments sur ce qui s'y passe, parce que l'entreprise, c'est un monde vu de l'extérieur qui est finalement relativement opaque. Et donc, il y a un travail préalable pour essayer vraiment de se demander, mais qu'est-ce que cette entreprise recherche? Qu'est-ce que cette personne recherche? Dernière chose, juste pour citer, la NDRH, c'est aussi un réseau de DRH, et ça sert aussi à ça. Oui, Pascal. Donc on parlait tout à l'heure, LinkedIn, ça sert effectivement à ce qu'on vous voit, mais aussi à voir vous, à regarder. Par exemple, vous avez rendez-vous avec un consultant d'un cabinet de recrutement, c'est d'aller chercher son profil, de regarder dans ses expériences, ses passions peut-être. Est-ce que vous avez des points communs? Est-ce que vous avez des personnes en commun? Quelles sont ses dernières activités? Est-ce qu'il a participé à un groupe de discussion, par exemple? De voir ce qui l'intéresse. Ça peut permettre de rebondir lors d'un entretien, de montrer que vous avez cherché, que vous avez été plus loin que le simple profil ou bien le simple nom de l'entreprise, enfin du cabinet de recrutement. Et d'aller plus loin encore, c'est de regarder, j'allais dire, la réputation du cabinet, savoir comment il procède, comment il accueille les candidats. Est-ce qu'il a une réputation de professionnalisme? Est-ce
il prend le temps? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de candidats qui détaillent sur la toile, sur des comparateurs, sur des hubs, comment ça s'est passé pour leur entretien. Est-ce que l'entretien dure 1h30? Est-ce que c'est expédié vite fait? Est-ce que, il doit y avoir une spécificité du cabinet? Et c'est bon de savoir à quelle sauce on va être mangé avant d'aller en entretien. Oui, Elisabeth. Juste un dernier mot. Vous êtes là pour ça. Hein. Non, mais je pense qu'il faut bien évidemment se préparer avec tous les outils que vous avez à votre disposition. Maintenant, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un chasseur ou un recruteur en entreprise? Je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de jouer un autre rôle que ce que l'on est. Donc, bien évidemment, le naturel, votre vraie personnalité, même si vous avez travaillé votre discours, même si vous avez travaillé vos arguments, même si vous êtes bien renseigné, elle doit être là. On a 1h et demie pour vous connaître. Isabelle citait tout à l'heure des chiffres éloquents sur le savoir-être, qui est un des facteurs différenciants et très très important pour nous. Voilà, juste soyez vous-même, c'est le seul, je pense, le seul mot d'ordre, au-delà de tout ce qu'on vient peut-être de citer comme préparation, argument, réseau, etc., qui, en face à face, a tout son sens. Peut-être juste une anecdote sur le sujet. J'ai eu une mauvaise surprise l'année dernière avec une candidate pour un poste assez important dans un musée parisien, qui avait validé avec les RH, avec le N+1, avec le N+2. Tout était bon. Elle a rencontré le DGA. Elle était un peu stressée, elle a cru bon d'aller sur le site du DGA et elle a constaté qu'il était fan d'opéra baroque. Elle a voulu parler avec lui d'opéra baroque. Manifestement, elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour pouvoir échanger sur le sujet, ce qui a créé une légère gêne. Tout l'entretien est finalement resté sur cette idée de gêne et de malaise, et le DGA a invalidé le recrutement. L'authenticité, hein, c'est important. Alors, avant de donner la parole à la salle, parce qu'on a cette demi-heure, j'aurais juste une dernière question, c'est la transition professionnelle entre deux postes. Ça arrive, moi ça m'est arrivé, et je pense qu'on est plusieurs à cela. Comment gère-t-on au mieux cette transition professionnelle du point de vue des chasseurs, ou Isabelle peut aussi en parler puisque c'est son métier, mais est-ce qu'il y a 2-3 conseils à donner pour valoriser cette période de transition qui, justement, n'est pas d'être en poste? Ne vous précipitez pas. Hein. Déjà, on vient de voir que la phase de recherche d'emploi, quand on est hors poste, avec tout ce qui vient d'être décrit, c'est un boulot à plein temps pour réussir à se mettre à la place de l'entreprise qui va finalement vous recruter. Donc c'est à la fois être soi-même, mais en même temps se préparer et réfléchir vraiment et travailler beaucoup à la bonne façon de se présenter et de marquer sa différenciation. La deuxième chose, c'est de ne surtout ne pas rester en permanence scotché devant un écran d'ordinateur. La vraie vie, et Constance l'a très bien dit, la vraie vie, c'est d'aller voir des personnes que vous connaissez, d'aller voir vos anciens patrons, vos anciens collaborateurs, des personnes que vous connaissez dans vos réseaux amicaux, sportifs et autres, de tester avec eux votre projet, votre objectif professionnel, de les faire réagir, de les faire penser à vos côtés en disant mais vers qui je pourrais vous orienter, vers qui je pourrais vous présenter. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de se dire qu'une recherche d'emploi, quand on est en transition professionnelle, c'est aussi et d'abord dans la vraie vie. Parce que cette énergie, on la trouve dans la vraie vie, on ne la trouve pas face à son écran. Et dernier point, être soi-même, enfin je reprends le mot d'énergie, être soi-même, c'est aussi se trouver des éléments, j'ai envie de dire, de plaisir et de satisfaction dans sa vie quotidienne, même quand on est en transition professionnelle, et de pouvoir arriver en entretien, mais parce que c'est vrai et authentique, avec la pêche, avec le sourire, avec le plaisir de rencontrer des personnes qu'on n'a encore jamais vues. Donc c'est trouver les moyens de rester dans une énergie positive, et donc ça veut dire de prendre des vacances. Le nombre de gens qui me demandent en juillet, s'il vous plaît Isabelle, est-ce que j'ai le droit de partir en vacances? Oui, s'il vous plaît, et revenez bronzer. Donc c'est important de se dire, quand on dit soyez vous-même, c'est soyez au mieux de vous-même, mais authentiquement. Voilà, c'est les conseils que j'ai envie de donner par rapport à cette période, pas toujours facile et parfois un peu longue.
Oui, et puis en période de transition, c'est important de profiter aussi, hein, parce que c'est une période qui vous permet de faire d'autres choses. Vous n'êtes pas uniquement salarié de telle ou telle entreprise. On voit parfois des personnes qui semblent effondrées. C'est sûr que les conditions de départ sont parfois difficiles. Est-ce qu'on s'est fait licencier? Est-ce que ça a été un rachat, etc. Il est important de digérer ce départ-là et de commencer sa recherche quand on a vraiment digéré toute, je dirais, l'aigreur qui peut ressortir, parce que, comme vous disiez, la greffe est importante et on a rarement envie de mettre un élément acide dans un groupe. Donc il faut vraiment gérer voilà, ce départ. Après, une fois qu'il a été géré, rencontrer des gens. Et toi, tu me vois travailler dans quoi? Qu'est-ce que tu penses pour moi? Faites participer, les gens ont des idées, vraiment questionner. Et après, définissez un projet professionnel. Ça peut prendre du temps, ça va prendre du temps. Il ne faut pas faire semblant. Si vous prévoyez 1 mois ou 2 mois, vous allez prendre la première opportunité qui passera. Bon, donc autant se dire que ça va prendre du temps et définir un projet annexe, donc bénévolat, association. Il existe quand même plein de choses à faire, hein. On va pas, il n'y a pas que le travail sur Terre. Par contre, essayez de faire quelque chose qui est un peu en rapport avec ce que votre métier. Un directeur financier peut devenir trésorier d'une association ou aider des amis dans un business plan, dans une création d'association. C'est important d'avoir un récit à travailler, à donner quand vous allez être recruté. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 mois? J'ai pris des vacances, j'en ai profité, etc. Bon, d'accord. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Là aussi, ça parle de vous, ça parle de vos passions, de ce que vous êtes quand vous êtes inactif. Et être inactif, c'est la possibilité de faire plein d'autres choses et surtout de rester en veille aussi sur ce qui change. Quand on est juriste, on doit rester au courant de la jurisprudence, mais dans tous les secteurs, on doit rester au goût du jour. On a essayé d'être complet pour cette partie où les intervenants disent un peu ce qu'ils ont envie de dire. Je les remercie beaucoup parce que vous avez été formidables, hein, très concis. Donc la matinale, c'est aussi la parole aux questions des participants à cette matinale. Donc on va passer à ces questions. Didier, je vous demanderai simplement de vous lever et puis de poser haut et fort votre question. Dan. Oui, bonjour. Merci d'abord à Didier Jean-Perrin et à l'ensemble de son équipe pour cette formidable organisation. Merci aussi à cet auditoire pour ses réflexions passionnantes. Alors moi, j'ai 2 commentaires et 2 questions. C'est que si j'étais un candidat, la première question que je poserais à un chasseur de tête en le voyant, c'est quelles sont vos relations avec le client. Ce que je veux dire par là, c'est que on est vraiment un bon candidat à partir du moment où on va considérer que nous allons aller vers une forme de mariage. Donc à la limite, je dirais avec un sourire, je sais que ça va faire sourire certains, qu'à la limite, un chasseur de tête, c'est aussi une agence matrimoniale. Deville Group Executive Recruitment, que je dirige maintenant depuis 8 ans, spécialisé plutôt dans les cadres dirigeants, moi je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en fait, quand il m'arrive parfois d'assister aux entretiens, comme certains l'ont dit, l'entretien se fait vraiment dans les 2 premières minutes, où une alchimie passe, que ce soit d'ailleurs avec le DRH ou que ce soit avec le président directeur général. Donc mon conseil aussi aux différents futurs recrutés, c'est essayer d'évaluer quelle est la réelle alchimie qui existe entre le cabinet de chasse et le client final. Bon, ça c'est mon premier conseil. Bon, le deuxième conseil, je disais que j'étais un marieur, et j'ai adoré ce qu'a dit l'un d'entre vous. C'est vrai que la chasse, c'est vrai que le recrutement, c'est d'abord une affaire de séduction. Parce que, simplement, aujourd'hui, ce que je note, c'est que là, je recherche par exemple un directeur général à vocation financière. Finalement, j'ai une dizaine de candidats. Ils sont tous aussi intelligents. Ils ont tous les mêmes expertises. Ce qui va faire la différence, effectivement, c'est leur personnalité. Alors, j'ai 2 questions maintenant. La première question s'adresse à mon amie Isabelle Monnier-Kuhn. Remarquable ta présentation. Finalement, la question que je me pose, c'est... On en a pour une demi-heure, là. Ah non, attends, j'arrive à ma question. Excuse-moi, j'y vais. Hein. Ma question à Isabelle, c'est bon. Tu as fait cette très belle présentation. Je la trouve finalement un peu française. Quelles sont, à ton avis, la différence avec les cabinets anglo-saxons qu'on retrouve de plus en plus en France? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, elle s'adresse à Mercury Urval, que j'ai le plaisir de connaître déjà depuis quelques années. Je m'occupe à la direction des ressources humaines de l'armée de terre, de la reconversion de 4000 officiers supérieurs. Je ne suis pas le seul à le faire. On est plusieurs réservistes officiers à le faire.
quelle est ta position sur les militaires? Et on rejoint aussi un peu les aspects liés au clonage. Merci. Oui, donc effectivement, nous, on a choisi de faire cette étude donc depuis 3 vagues depuis 8 ans sur la France, parce qu'on considère que le marché français est un marché extrêmement difficile, extrêmement peu fluide, extrêmement peu mobile, et que c'est important pour les candidats, les personnes en recherche de repositionnement, de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment passer au mieux cette course de haie qu'on pourrait appeler être un recrutement, et que pour les entreprises aussi, c'est intéressant de se pencher sur l'évolution de ce métier, et Jean-Christophe Sibéras en a vraiment très bien parlé. Maintenant, la différence ou la ressemblance avec ce qui se passe à l'international, alors là, c'est ce qu'on constate nous, c'est que énormément de cabinets internationaux appellent aujourd'hui et contactent aujourd'hui via LinkedIn ou en direct au téléphone des candidats basés en France, notamment à profil international, pour des postes dans des entreprises basées à l'étranger ou basées en France, et que ce qu'on peut constater sur les façons de faire les entretiens est parfois des entretiens plus longs, plus approfondis, différents, quoi. Il y a une forme différente de l'entretien que font passer un certain nombre de cabinets basés à Amsterdam, basés aux États-Unis, et que c'est effectivement une concurrence qui existe aujourd'hui pour les cabinets français. Merci. Alors, les militaires, j'en ai moi une très bonne image, pour une raison simple, c'est que Mercury Urval a été fondé par des militaires. C'est un cabinet suédois qui a une 40aine d'années, et à l'origine, l'inventaire de personnalité que nous utilisons encore aujourd'hui, qui a été mis à jour évidemment, est un outil maison qui était utilisé pour détecter le potentiel des futurs gradés de l'armée suédoise. Donc j'en ai une très bonne image. Bon, on a... Oui, mais il faut quand même se défendre parfois. Alors, bon, on a tous en tête les rigidités qu'on peut prêter évidemment aux militaires. On essaie évidemment de dépasser ces questions-là. On pourrait aborder d'ailleurs la question de la reconversion d'un certain nombre de membres de l'armée, puisqu'on travaille également, nous, pas sur l'armée, mais sur d'autres corps de la fonction publique qui sont en cours d'ouverture sur d'autres profils. On en revient finalement à la question du potentiel, la détection à la fois des freins et des moteurs dans le cadre professionnel. On s'est rendu compte, ça paraît pas forcément évident, que des militaires pouvaient être des DRH extrêmement bons, empathiques, comme ça pouvait donner des commerciaux extrêmement efficaces. Donc je pense que ça renvoie simplement, j'en ai plutôt une bonne image, et je pense pas qu'il faille évidemment s'arrêter à des catégories. Fabienne. Oui, bonjour, Fabienne Edanger. J'ai aussi un cabinet de recrutement et de chasse de tête. Je voulais rebondir sur les entretiens anglo-saxons, parce que j'ai travaillé dans des groupes anglo-saxons pendant 20 ans. Et donc, on a l'habitude de mener des entretiens un petit peu différemment de ce qu'on fait en France. Donc, les deux se valent très bien, mais ils sont différents, il faut s'y préparer. Donc, l'entretien en France, il va se faire sur un parcours chronologique, une carrière, une vision un peu plus globale et holistique du candidat, qui est tout à fait intéressante. Les cabinets anglo-saxons vont plutôt axer sur des compétences très précises. Donc, pour un poste déterminé, l'analyse du poste sera très, très fouillée. Elle fera 3-4 pages et ils vont identifier 4-5 compétences et ils vont poser des questions pendant 20 minutes sur une compétence. Donc, autant vous dire qu'il vaut mieux les avoir identifiées avant d'aller en entretien et d'avoir évidemment préparé toutes les réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nos intervenants? Bonjour, je m'appelle Isabelle Raoul, je suis créatrice et gérante d'une galerie de photos. Ma question est la suivante. Quand on est en transition professionnelle sur les réseaux sociaux, quel est le titre que l'on se donne? Premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui dans les CV, on nous recommande généralement de mettre un petit paragraphe sur les compétences, et c'est le paragraphe d'ouverture. Or, vous dites que ce qui est important, c'est d'abord un CV antéchronologique, ce qui veut dire que c'est pas là qu'on développe nos compétences, c'est dans le fameux paragraphe. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je me permets juste de répondre à la première, et puis je vous laisserai pour la seconde. Moi, le conseil que je donne quand on travaille sur LinkedIn, c'est qu'on n'existe pas par un titre. Et qu'avant d'être un titre, avant d'être dans une fonction, on existe professionnellement. Et donc, on peut très bien être en transition professionnelle et avoir un métier.
Alors ce métier, bien entendu, ne sera pas le titre de la fonction que l'on occupe dans telle entreprise, mais très honnêtement, si on regarde tout le monde ici, vous avez tous un métier. Et ce métier, vous pouvez tous le nommer. Eh bien moi, ce que je conseille, c'est de mettre cette désignation de ce métier dans la cartouche qui se promène sur LinkedIn. Et après, vous expliquez dans le résumé ou ailleurs, vous expliquez qu'en ce moment, vous êtes entre deux postes ou vous faites des choses. Mais surtout, de grâce, ne vivez pas grâce à un titre d'une fonction, mais grâce à un métier. Je pense qu'il y a aujourd'hui à travailler le binôme LinkedIn ou Viadeo et le CV. Le CV va être plus succinct. LinkedIn vous donne le loisir de tout mettre de façon plus décortiquée, plus précisée, plus répétitive également. Et le jeu des mots-clés sur LinkedIn, c'est la récurrence des mots-clés. Donc si vous avez mené si un candidat a mené de nombreux projets transverses, il peut le remettre extrêmement fréquemment sur LinkedIn et il sortira avec le mot projet transverse. Donc le binôme des deux est quelque chose de très très intéressant à travailler. Ensuite, la question qu'est-ce que je mets quand je suis pas en poste. D'abord, en général, on a un préavis non effectué, donc il y a quelques mois pendant lesquels on reste dans la société dans laquelle on est officiellement. Ensuite, on peut avoir des tas de choses. On peut tout à coup avoir pris une mission et être en mission quelque part, ce qui n'empêche pas d'avoir une fonction pour laquelle on continue à rechercher. Et enfin, il faut aussi savoir que pendant tout un temps, enfin toute une période qui est avant la recherche, les personnes peuvent être amenées à réfléchir vraiment à leur projet et que ce soit pas si clair que ça et pas si simple que ça. Et il arrive tout à fait que des personnes qui ne savent pas où ils en sont et ce qu'ils veulent faire pour demain mettent tout simplement leur nom, leur ancienne fonction et la notion de projet en construction. Donc il y a différentes palettes et il faut vraiment y réfléchir, je suis... on voit parfois, ça, moi je suis plutôt défavorable à ça, on voit parfois le nom de la personne avec propriétaire de son cabinet conseil, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il y a à être un peu inventif là aussi et à tester auprès de ses amis et relations. En revanche, moi, je suis très favorable au fait que les gens mettent en recherche active. Ça fait quand même gagner du temps. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent pour développer leur réseau, mais qui ne sont pas en recherche. Si vous êtes en recherche active, mettez vraiment, et n'hésitez pas même à indiquer un mail directement, pour vous êtes vraiment dans une démarche. Voilà, vous pouvez indiquer si vous avez plusieurs projets, les deux axes de recherche, mais c'est vraiment une façon de... Ne vous cachez pas derrière un poste qui n'est plus réel. Vous avez un métier, vous êtes directeur marketing, mais en recherche active ou à la recherche d'opportunités. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Sur le CV, je pense que c'est tout à fait possible de faire un CV antichronologique et puis d'un petit pôle compétences en haut. Vous n'êtes pas obligé de développer toutes vos compétences, vous les synthétisez en plusieurs points, en 4-5 points, les plus pertinents. On est souvent très bon dans finalement peu de choses, en tout cas à une période donnée. Donc voilà, après, ça ne vous empêche pas de faire tenir le CV sur une plage et d'être très synthétique sur le reste des éléments. Juste ce qu'on dit aussi dans la stratégie d'utilisation de LinkedIn, c'est que le CV et le profil professionnel, c'est deux logiques différentes. Le CV, c'est un acte commercial actif. Vous adressez votre CV à des gens qui en ont combien par jour? Plusieurs centaines. Donc le CV, c'est ce qui va essayer d'attirer l'attention par une compression, quelques mots-clés, quelques réalisations. Vous choisissez, et quand on fait un CV, on élague, et on essaye de trouver les choses. Un profil dans un réseau social professionnel, vous recevez les gens chez vous. Vous les recevez, vous leur parlez de vous, et vous n'êtes pas obligé de faire aussi concis. Et vous avez 3 réalisations à mettre, vous n'en mettez qu'une sur le CV, mettez les 3 sur votre profil. Alors bien entendu, il ne faut pas en mettre des pages, il faut que ce soit pertinent. Mais vous voyez bien que c'est deux choses totalement différentes. Vous recevez les gens qui viennent vous rendre visite, vous leur parlez de vous, ils ont le temps, s'ils sont intéressés, alors que le CV, ils n'ont pas le temps. Le CV, vous devez être les 30 qui sont mis à gauche par rapport aux 300 qui sont à droite.
Il y a un autre outil dont on n'a pas trop parlé, c'est tout ce qui est CV Tech classique, cadre emploi, Monster, etc. Quand vous êtes en recherche vraiment active, mettez vos CV sur ces bases de données. Elles sont très utilisées par les cabinets, même les cabinets dits de chasse, et ce sont vraiment, ça reste quand même un des premiers éléments, peut-être même avant LinkedIn, où on va chercher des profils, puisqu'il y a vraiment toute catégorie de profils. Là encore, le nom de métier que vous allez mettre en titre vous définit et fait que vous ressortez dans la recherche. Donc soyez très très précis. D'accord. Il y a une question. Bonjour, je m'appelle Fatima, je suis jeune diplômée avec une expérience... Félicitations. Merci, depuis mars avec une expérience d'intérim de 6 mois. Alors j'ai postulé à des offres sur des cabinets de recrutement que j'ai trouvés pour des jeunes diplômés en fait. Est-ce que vous conseillez de relancer les cabinets, soit en les contactant directement par téléphone, ou de leur envoyer un mail à leur adresse générale? En gros, quelle démarche vous conseillez pour justement essayer d'avoir s'il y aura un retour à notre candidature? Merci. Vous avez de la chance, il y a 3 cabinets qui peuvent vous répondre ici. Alors, la difficulté potentielle que vous pouvez rencontrer, c'est que si effectivement vous avez répondu à une annonce, le cabinet va vraisemblablement avoir reçu un grand nombre de CV. Si tout le monde relance en permanence le cabinet, honnêtement, c'est peine perdue. Donc, il faut le faire, si possible, avec le plus de tact possible. Je parle de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que normalement, vous recevez un accusé de réception ou un mail qui vous dit que votre CV va être regardé par un consultant qui reprendra contact avec vous ou pas. Ça dépend des cabinets, on a des formules différentes. Dans le meilleur des cas, vous êtes appelé, très bien, pas besoin de relance. Dans la plupart des cas, malheureusement, en tout cas pour le plus grand nombre, pas de réponse ou pas de réponse dans des délais relativement courts. Je pense qu'une relance est souvent justifiée et bienvenue. Si vous avez l'adresse mail du consultant qui traite la mission, c'est encore mieux. Vous pouvez lui adresser un petit mail de relance. Où en est ma candidature? Pensez-vous que j'ai une chance d'être présélectionné ou d'avoir un entretien? Maintenant, pas de harcèlement. Ça ne sert à rien. Et au bout d'un moment, ça agace un petit peu les consultants. Je ne sais pas si mes confrères sont d'accord avec moi. Oui, effectivement, faire preuve peut-être de discernement. Vous êtes jeune diplômé. Si vous avez postulé à une offre où on demande 4-5 ans d'expérience, si vous insistez, ça risque effectivement d'agacer le consultant. En revanche, si vous estimez, sur des raisons qui vous semblent solides, avoir un profil qui correspond, et si vous n'avez pas eu de retour après plusieurs semaines, si vous adressez à Mercury Reval, vous aurez un retour très rapide, je peux vous l'assurer. Mais plus sérieusement, ça ne me paraît pas effectivement forcément une mauvaise idée de relancer le consultant. En revanche, si vous le relancez et qu'il ne vous rappelle pas, évitez d'insister une deuxième fois, je pense. Isabelle, oui, bonjour, Isabelle Beauvais, récente ancienne directrice de la relation sociale de Wolters Kluwer. Voilà. Je voulais savoir. Est-ce que tu as pris des vacances? Oui. Très bien. Je voulais savoir concernant les prises de référence, au-delà des managers directs quand c'est possible, la quantité, l'ancienneté et la qualité éventuellement des références que souhaitent avoir les cabinets de recrutement ou les entreprises. Oui, ça a été dit, ça fait partie des choses qui sont souhaitées. Bon, les entreprises, dans notre vie, on essaie de réduire les risques, donc ça fait partie des domaines dans lesquels on essaie effectivement de réduire le risque. C'est variable, l'intérêt des références. Disons-le franchement, je pense qu'on est un certain nombre d'entre nous, même nous-mêmes, on a été sollicités pour donner des références, tout simplement, sur tel ou tel de nos collaborateurs passés en particulier, qui étaient eux-mêmes dans une shortlist. On est quand même pris dans une dynamique positive. On va plutôt avoir tendance à souligner les aspects positifs de notre collaboration passée, ne serait-ce que parce qu'ainsi on donne une image positive de nous-mêmes. C'est assez humain. Alors après, la question, c'est les nuances. C'est l'art de la nuance, ce qui vient un peu en fin de phrase, ou une tonalité, etc., qui va permettre aux
au cabinet notamment d'aller un peu plus loin et d'essayer de pousser un petit peu la porte. C'est-à-dire que très honnêtement, c'est utile, mais c'est rarement déterminant. Je complète, effectivement, je pense que côté cabinet, il est indispensable pour nous de prendre ces références. Effectivement, la plupart d'entre elles sont relativement cohérentes et positives. Maintenant, surtout quand on a un doute sur un candidat, on a une façon d'orienter nos questions dans la prise de référence qui va faire en sorte quelque part, on va provoquer une réponse que la personne appelée en référence n'a pas forcément prévu de donner. Typiquement, on a un doute sur la capacité à manager une équipe de 50 personnes d'un candidat qui en a managé jusqu'ici 4 ou 5. On va orienter notre question de façon à pouvoir avoir un indice, au moins, alors vrai ou pas vrai, mais sur la capacité, le potentiel A. Dernière chose qu'on pratique, je pense, pour beaucoup, avant de clôturer une discussion téléphonique sur une prise de référence, une question assez essentielle qui est de demander à notre interlocuteur que conseilleriez-vous au futur manager de ce candidat pour pouvoir le manager harmonieusement, le faire grandir dans l'entreprise. Et là, cette question ouverte permet souvent d'avoir une référence professionnelle un peu plus vraie plutôt que de surface. Juste un complément qui est lié à l'étude qu'on a faite, un point que je n'ai pas cité, c'est que les cabinets de recrutement utilisent LinkedIn pour identifier et s'informer sur les candidats, mais ils ne s'intéressent pas du tout, il y a un pourcentage dans le document qu'on vous a remis, ils ne s'intéressent pas du tout aux recommandations sur LinkedIn. En revanche, la prise de référence auprès notamment de l'ancien, plutôt récent N+1, des pairs et du DRH est assez systématique auprès de 3 personnes généralement en direct pour les raisons et avec les nuances soulignées par Jean-Christophe Sibéras et Elisabeth Urbain. Pour autant, même si les chasseurs de tête ne s'intéressent pas aux recommandations, aux références données sur LinkedIn, moi je conseille à toute personne qui est candidate d'en demander quand même, parce qu'il faut savoir qu'un profil est considéré comme complet à 100% quand il y a 3 recommandations. Et un profil complet à 100%, ça veut dire que les mots-clés remontent davantage et qu'il est plus visible. Donc les recommandations sont utiles pour la visibilité sur LinkedIn, mais elles ne sont pas utiles pour les chasseurs de tête. 4 propositions à vous faire. La première, d'abord un peu de pub. Vous avez vu tout à l'heure qu'on disait il y a les CVTech. Pensez aussi à mettre votre profil à jour sur le site de Sciences Po. Mettez-le sur manager.com. J'espère que chacun d'entre vous connaissez ce site, qui est le portail des grandes écoles. Importez-vous une application qui s'appelle Appli Carrière, qui a été faite par Appli Carrière, et qui s'appelle Carrière Grandes Écoles. Vous trouverez ça sur le site de l'association, dans la partie blog emploi, liens fondamentaux. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a plein de choses intéressantes dans Carrière Grandes Écoles, puisqu'il y a même le site de Pascal Kroll sur RH Advisor. Et d'ailleurs, dernier point de pub pour elle, on vous donnera à la sortie un petit leaflet sur RH Advisor. Deuxième proposition, il reste du café. Et donc ce que je vous propose, et même de l'eau, pour ceux qui auraient trouvé que la pièce était effectivement assez chaude. Troisième proposition, j'ai fait fermer les portes de l'Alliance française. Et donc nos invités ne pourront pas partir sans que, pour ceux qui sont hors poste, ils leur aient trouvé un boulot. Ceux qui auraient envie d'un rendez-vous avec eux, ils obtiennent un rendez-vous avec eux. Mais avant cette proposition, je vous propose de les féliciter chaleureusement en les applaudissant très fort.